monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous recommander des livres qui vont vous faire pleurer. Je suis moi-même une grosse madeleine, je pleure pour tout et n'importe quoi, vraiment tout le temps, même dans ma vie de tous les jours. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça, je suis très sensible et je peux pleurer de tristesse bien sûr, de joie, de colère, de nostalgie, de compassion, de plein d'émotions différentes et évidemment ça se retranscrit quand je lis. Et j'aime aussi me torturer puisque j'adore les livres qui sont tristes et qui ont des histoires très marquantes. Donc ça m'arrive très souvent de pleurer pour les livres et ici je vous ai fait une sélection de 6 livres qui m'ont soit mis la larmichette, soit vraiment j'ai eu des gros sanglots. Donc si ça vous intéresse, si vous aimez chialer comme moi et que vous êtes une grosse madeleine, vous êtes au bon endroit. Le premier livre que j'ai envie de vous recommander, c'est un livre que j'ai lu quand j'avais 16 ans et qui m'a marqué à vie, vraiment, je m'en rappelle encore très bien. Il me semble pas que je l'ai relu, mais je crois que je l'ai racheté parce que je ne l'avais plus. C'est Moi Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. Tout est dans le titre, on va suivre du coup Christiane qui a réellement vécu ces choses-là. Du coup à 13 ans, elle s'est droguée et prostituée. Et du coup c'est une jeune femme allemande qui va nous délivrer son histoire très percutante, très crue. Si jamais vous êtes mal à l'aise avec les drogues, évidemment ne le lisez pas puisque on en parle constamment dans ce livre. C'est un livre que j'avais trouvé extrêmement percutant, qui m'avait mis une énorme claque. Je me souviens que je l'avais lu en une seule fois, en une traite. Vraiment, j'avais reçu ce livre à mon anniversaire, je m'étais isolée pour le lire et je l'ai lu toute l'après-midi. Dans mes souvenirs, c'est un livre qui fait environ 250 pages je pense, mais ces 250 pages sont très difficiles à lire, mais Christiane révèle et raconte son histoire de manière très simple et très transparente. Elle sait que c'est... En fait, elle nous raconte comment elle s'est entraînée dans cette spirale de manière très facile et très rapide et comment elle en est venue à se prostituer à cet âge-là, à ce si jeune âge. Et vraiment, c'était une histoire qui m'avait retournée. Elle explique très bien dans son livre à quel point c'est rapide et c'est addictif très rapidement et qu'elle plonge très vite. Et c'est une histoire qui mérite d'être lue dans ce sens-là et dans le fait aussi qu'elle raconte pourquoi ça a un tant d'impact, ne serait-ce que sur sa vie, ça d'accord, mais aussi sur son entourage. Elle est obligée de se cacher, si elle fait des tentatives de sevrage, ça se répercute aussi sur sa famille parce qu'elle peut être violente, elle peut avoir des mots plus hauts que ce qu'elle voudrait. Enfin, c'est très complexe dans son ensemble et je trouve que c'est délivré de manière si vraie et si intelligente. C'est délivré vraiment de manière hyper transparente. Vraiment, c'est un récit très impactant que je vous invite à lire si jamais c'est pas encore fait. Et il me semble qu'elle a écrit un autre livre 20 ans après, je me souviens plus du titre, mais j'essaierai de vous afficher la couverture juste ici. Et si je dis pas de bêtises, il y a eu également un film ou une série, je suis pas certaine que... Ah, c'était peut-être Arte. Je vous avoue, je me souviens plus trop, je crois que je l'ai vu, mais ça fait tellement longtemps que je suis plus certaine. Mais je sais en tout cas qu'il y a une adaptation cinématographique, que ce soit en série ou en film, je sais plus trop. Mais là aussi c'est quand même assez cru en termes d'image, donc soyez préparés quand même. C'est une histoire qui mérite d'être lue rien que pour la force qu'elle a eue à délivrer tout ça. Ensuite j'ai envie de vous parler d'une BD qui m'a fait pleurer à gros sanglots. Vraiment, j'ai été immonde à la fin du livre parce que je pleurais et j'avais des déferlantes de larmes. C'était un peu catastrophique. C'est Ne m'oublie pas d'Alice Garin. Et là, ça touche une corde sensible puisque c'est un lien intergénérationnel entre une petite fille et sa grand-mère. La grand-mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer et du coup sa petite fille Clémence voit que sa grand-mère est malheureuse dans la maison de retraite dans laquelle elle a été placée. Et à chaque visite, ça se voit qu'elle est triste et elle répète sans cesse qu'elle a envie de retrouver la maison de ses parents, qu'elle veut revoir ses parents.
Et du coup sur un coup de tête, Clémence décide de la kidnapper et de l'emmener retrouver cette fameuse maison qui potentiellement n'existe plus puisque sa grand-mère a des souvenirs qui sont altérés, qui sont pas forcément justes. Donc elle s'embarque dans cette aventure là et j'ai trouvé déjà que les dessins sont très doux, il y a une palette de couleurs qui est très belle parce qu'il y a des dominances souvent de bleu, de orange. C'est un univers qui est très doux graphiquement mais l'histoire de fond est quand même assez difficile. Si jamais aussi c'est une chose qui vous trigger, ne le lisez pas bien sûr. Ça va être un peu le mot d'ordre. Si jamais il y a des avertissements, des sujets sensibles, je vous les dirai, mais évidemment ne les lisez pas. Moi je vous invite à les lire parce que j'ai adoré, mais si c'est des sujets sensibles, abstenez-vous, ne vous faites pas du mal. Sur cette parenthèse, on va reprendre. Du coup oui, en fait j'ai beaucoup aimé cette BD de par du coup son aspect graphique comme je vous le disais, mais aussi son histoire en elle-même. On voit tout le lien qu'il y a entre Clémence et sa grand-mère, tout l'estime que Clémence a pour sa grand-mère et à quel point ça l'a fait souffrir de la voir se détériorer à ce point. Et il y a aussi des moments de lucidité de la part de sa grand-mère qui sont très beaux parce qu'il y a des conversations qui s'ouvrent et qui sont dites et il y a beaucoup d'amour qui s'en dégage. Je pense aussi que ça m'a énormément touchée. Là j'ai un petit peu la gorge nouée, les yeux un petit peu brillants parce que je retiens mon surplus d'émotions, mais en fait je le retransmets aussi je pense à mes propres grands-mères puisque j'ai la chance encore d'avoir mes 4 grands-parents. Et du coup je trouve que c'est l'une des pires maladies, ça me fait très peur que ça arrive à mes proches. Donc je pense que je me suis un petit peu projetée aussi avec Clémence et sa grand-mère et je me suis dit ah si un jour ça arrive comment je réagirais et tout. Et je l'ai tellement transposé, je pense que ça m'a vraiment transpercée dans l'émotion et ça m'a mis hyper mal, mais en même temps c'était si beau et du coup j'ai pu aller rencontrer aussi Alix Garin quand j'habitais encore à Bruxelles et c'est une personne très douce également. J'ai super hâte de sa prochaine BD qui va traiter du vaginisme et vraiment allez voir son travail, suivez-la sur Instagram, je vous afficherai son Instagram juste ici. C'est une artiste pardon, de talent et allez la suivre, vraiment. On va passer à l'un de mes coups de cœur de 2022, j'en ai beaucoup parlé mais j'en ai pas encore assez parlé à mon goût. Il s'agit des Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. C'est une autrice japonaise que j'adore. J'ai très hâte de lire Au revoir les chats de cette même autrice. C'est le dernier de ses romans que je n'ai pas lu à l'heure où je tourne cette vidéo. Peut-être qu'au moment où je la publierai, je l'aurai lu, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-ci, c'était le premier roman que je lisais de cette autrice. C'était aussi les premiers romans que je lisais d'autrices plutôt japonaises. Ça m'a vraiment mis dans le bain de la littérature japonaise et c'est l'un de mes plus gros coups de cœur. Le moment où j'ai lu ce roman est un moment aussi particulier puisque je l'ai lu à voix haute avec une amie. Je pense que je l'ai déjà dit et répété, mais c'était un moment très singulier dans nos vies à chacune. Et ça nous a fait beaucoup de bien de le lire. On se mettait dans un parc, moi je le lisais, elle m'écoutait et au final moi je l'ai terminé après de mon côté parce qu'on n'a pas pu finir ensemble, mais ça a joué aussi dans mon coup de cœur et dans le fait que j'ai adoré ce roman parce qu'on a pu partager ensemble les premiers moments, les moments où on a beaucoup ri grâce à Nana le chat et vraiment ça a été un moment très doux pour nous, mais moi la fin m'a fracassée, vraiment. Là aussi un trigger warning, je ne peux pas vous le dire sinon je vous spoil, mais si jamais vous voulez le savoir, n'hésitez pas à me le dire soit en commentaire, soit à me demander en message privé sur Instagram. Je vous répondrai bien évidemment. Mais c'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce qu'on rit beaucoup, l'humour du chat est très drôle, l'humour de Nana, et en même temps il y a un côté très doux qui s'en dégage, il y a beaucoup de description de paysages japonais, du coup ça rend aussi la chose très belle, très douce. Il y a une belle histoire d'amitié, dans l'ensemble c'est très beau et très doux, mais ça fracasse quand même à la fin. Donc il faut s'y préparer, j'ai énormément pleuré, là aussi j'ai eu des gros sanglots, c'était pas juste des petites larmichettes à droite à gauche, là aussi c'était du bon gros sanglot où on était moche à la fin, mais c'était quand même très bien. Et je crois que je vous ai même pas donné le résumé, du coup je vais prendre mon ordinateur pour ça parce que je pense que je vais m'embrouiller sinon. Un chat de gouttière au franc-parler et rompu au langage des humains a pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Lui qui pour rien au monde ne troquerait sa liberté se fait un jour percuter par une voiture et se voit contraint d'accepter la perspective d'une cohabitation durable avec Satoru, un locataire, qui le soigne et lui attribue un nom, Nana.
5 ans plus tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à se séparer de Nana. Désireux de lui trouver un bon maître, il se tourne vers d'anciens camarades d'études disséminés aux 4 coins du Japon. Commence alors une série de voyages et de retrouvailles qui sont pour Nana autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru et de nous révéler maintes aspects de la société japonaise. C'est un roman qui s'inscrit un peu dans le roman feel good malgré le fait qu'il y ait cet aspect un petit peu de tristesse qui va vous faire pleurer. Mais je sais que Jeannot ce livre a fait une vidéo à ce sujet sur les romans japonais très feel good, très doudou. Je vous la laisserai dans le petit i pour que vous allez la voir parce que je l'ai trouvée très intéressante. Et ensuite j'ai envie de vous parler de la librairie de Téhéran de Marjane Kamali et je vais vous lire d'abord le résumé et je vous en parlerai juste après. Téhéran 1953. Les parents de Roya veulent le meilleur pour leur fille. Ils l'inscrivent dans un prestigieux lycée de la capitale, espérant bien faire d'elle une savante, une intellectuelle, une femme capable de changer le cours de l'histoire. La jeune fille fréquente régulièrement la librairie de Monsieur Fakri, où elle trouve de quoi étancher sa soif de poésie et de littérature. C'est là qu'elle va faire la connaissance de Banman, jeune activiste politique bien décidé à changer le monde. La librairie devient dès lors un lieu de rendez-vous clandestin et de résistance. Dans cette période politiquement mouvementée, parmi les recueils des plus grands poètes persans, naît une inoubliable histoire d'amour. C'est encore une fois un roman que j'ai beaucoup aimé puisque ici Marjane Kamali va nous parler de l'Iran et notamment de la période politique et historique en 1953 et dans les années 50. Il y a eu beaucoup de changements sociaux et politiques à ce moment-là et c'est très bien retransmis je trouve dans cette histoire qui mélange vraiment amour et politique, mais la politique prend quand même pas mal de place et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Et ce qui m'a le plus touchée, là j'ai vraiment pas pleuré à gros sanglots, c'était plus des larmes dans mes petits yeux, je suis même pas sûre que des larmes aient coulé, mais en tout cas j'ai quand même été très touchée par l'histoire d'amour parce que vraiment Banman et Roya sont deux personnages très forts qui s'aiment énormément et qui se valorisent énormément aussi. Banman fait découvrir la politique à Roya, Roya lui transmet tout son amour pour la littérature et ensemble aussi ils ont cette passion commune. Ils s'aiment et se respectent énormément et j'ai trouvé qu'il y avait un très bon équilibre entre les deux. Il n'y en a pas un plus fort que l'autre ou je ne sais quoi. Non, ils sont vraiment sur la même longueur d'onde et ils s'aiment vraiment. C'est un amour très pur et très beau à voir évoluer. Après, il y a l'aspect politique qui m'a aussi beaucoup bouleversée parce qu'il y a d'énormes changements. Et vraiment, le plus touchant, c'est leur histoire d'amour et leur jeunesse dans ce climat politique et social. Et c'est vraiment très touchant, il y a beaucoup de sujets abordés qui sont très intéressants. Sur celui-ci, il n'y a pas de trigger warning particulier, il faut juste être à l'aise avec les climats politiques un peu conflictuels et sous tension. Mais de manière générale, il n'y aura pas de... Vous allez pleurer juste parce que l'histoire d'amour est très belle. Voilà. Après, j'ai encore envie de vous parler d'un roman historique, il s'agit de Pachinko de Min Jin Lee. Et ici, on va être entre la Corée et le Japon. Et je vais vous lire tout de suite le résumé. L'histoire nous a failli, mais qu'importe. Dans un petit village coréen, la jeune Sunja se laisse séduire par les belles paroles et tendres attentions d'un riche étranger. Lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte et que son amant est déjà marié, elle est confrontée à un choix. Devenir, comme tant d'autres jeunes femmes dans sa situation, une seconde épouse, une épouse coréenne, ou courir sa famille de déshonneur. Elle choisira une troisième voie, le mariage avec Isaac, un pasteur chrétien qu'elle connaît à peine et qui lui offre une nouvelle existence au Japon. Cette décision est le point de départ d'un douloureux exil qui s'étendra sur 8 décennies et 4 générations. Encore une fois, c'est un roman qui m'a beaucoup appris historiquement parce que je connaissais pas forcément ce conflit entre Coréens et Japonais à cette période-là, parce que les Coréens sont très mal vus au Japon à ce moment-là, il y a énormément de racisme et de discrimination envers eux. Mais j'ai trouvé que Sunja arrivait à vraiment bien se relever, arrivait à vraiment avoir une force de vivre et de vaincre qui est très impressionnante. Ce qui m'a fait pleurer ou ce qui m'a beaucoup ému, c'est tout le malheur qui arrive à cette famille. C'est un peu comme le dernier livre dont je vais vous parler, c'est l'ensemble des malheurs qui arrivent à cette famille qui m'a fait pleurer parce que je me suis attachée à tous les personnages. Il y en a beaucoup puisqu'on suit quand même pas mal de générations, mais tous arrivent à être très attachants, à apporter quelque chose et ils sont très touchants, très différents, ils réagissent différemment face aux discriminations et face à la société japonaise. Et j'ai trouvé que c'était une grande richesse dans le récit parce que il y a beaucoup de points de vue différents, il y a beaucoup de ressentis différents
Et du coup ça nous plonge vraiment dans la réalité que ça pouvait être de vivre à cette époque-là pour des Coréens au Japon. Et on comprend aussi à quel point Sunja arrive à... j'ai pas le mot, arrive à empoigner toute cette famille, arrive à la soulever et à la... Purée, c'est quoi le mot? À la porter, tout simplement, voilà. Du coup, elle arrive à porter la famille et aussi grâce à sa belle-sœur, vraiment c'est deux femmes très fortes qui arrivent à porter la famille et arrivent un peu à porter les hommes de la famille qui sont très rapidement, je trouve, un peu pessimistes face à la situation. C'est vrai, la situation n'est pas glorieuse pour eux, mais elles arrivent à porter cette famille et à aller de l'avant. En tout cas essayer d'aller de l'avant avec toutes les difficultés auxquelles ils font face. J'ai trouvé que c'était une très belle fresque historique et fresque familiale que je vous invite vivement à découvrir si jamais c'est des sujets qui vous intéressent et si jamais vous avez envie de connaître un peu la situation de la Corée et du Japon à cette période-là, parce que j'ai trouvé que c'était très bien renseigné historiquement et vraiment ça m'a beaucoup plu. J'ai très envie de découvrir son nouveau roman, enfin son nouveau. Il est sorti il y a quelques temps mais je l'ai pas lu, c'est La famille Han. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais en tout cas j'ai très envie de le découvrir puisque j'avais beaucoup aimé la plume de l'autrice. Et le dernier en date qui m'a fait pleurer au moment où je tourne cette vidéo, il s'agit de Betty de Tiffany McDaniel. J'en ai parlé dans mon update lecture de février que je vous remets juste ici, mais vraiment celui-ci il m'a brisé le cœur. Pendant une grande partie du récit, c'est la colère qui prend le pas sur la tristesse. Je ne pensais pas honnêtement, parce que quand je l'ai commencé, je savais que c'était un roman qui était difficile, qu'il y avait des sujets très durs, mais je voulais quand même le lire parce qu'on en avait parlé en très bien, et puis je l'avais aussi dans ma pile à lire vu que donc, forcément il m'intéressait. Mais je ne pensais pas être autant en colère, mais la tristesse est quand même là à un moment donné. Si jamais vous ne connaissez pas, je vais vous lire le résumé et on en parlera juste après. La petite indienne, c'est Betty Carpenter, née dans une baignoire, 6ème de 8 enfants. Sa famille vit en marge de la société car si sa mère est blanche, son père est cherokee. Lorsque le Carpenter s'installe dans la petite ville de Breathed, après des années d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l'écriture. Elle confie sa douleur à des pages qu'elle enfouit sous terre au fil des années, pour qu'un jour toutes ces histoires n'en forment plus qu'une, qu'elle pourra enfin révéler. Je vous préviens tout de suite, pour les trigger warnings, on parle de violences sexistes, sexuelles, de viol, d'inceste, de violence animale, de racisme. Voilà, vous êtes prévenus, donc si jamais tous ces sujets sont sensibles, ne le lisez pas parce que là c'est vraiment très cru. Donc voilà, je vous préviens en amont tout de même. C'est un roman que j'ai énormément aimé, ça a été un très gros coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Betty. C'est une petite fille qui est très forte, qui vraiment se libère par l'écriture et c'est très beau à voir parce qu'elle écrit des textes très beaux. Là aussi, le style de l'autrice est très beau. Il y a une grande place de la nature et elle nous parle vraiment de la nature dans son ensemble et à quel point ça peut aussi guérir. Je trouve aussi que le travail du traducteur a été très bien fait et ici ça a été traduit par François App qui a fait un travail exceptionnel. Vraiment il a retransmis la plume de l'autrice de manière très juste. J'ai trouvé que c'était très bien fait, donc je tiens à le souligner aussi. Mais ce qui m'a fait pleurer, c'est vraiment l'enchaînement de toutes ces douleurs, mais en même temps il y a souvent un épisode violent et par la suite c'est très adouci par comment Betty arrive à l'extérioriser par une histoire de son père, par un moment où en fait elle est un peu connectée avec la nature, mais parfois elle n'arrive pas à aller au-dessus, il lui faut du temps, parfois elle est très en colère et on la comprend parce que vraiment il y a des choses qui vous mettent en colère, c'est assez insoutenable de temps en temps. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une très belle connexion entre elle et son père, c'était une très belle relation père-fille parce que du coup Betty est celle qui a le plus de caractéristiques physiques Cherokee, donc c'est aussi celle qui est le plus persécutée à l'école. Mais du coup la relation avec son père est très belle parce que son père lui explique que les femmes chez les Cherokee étaient des personnalités très fortes et qu'elles avaient une place très importante, alors que ici dans la société dans laquelle elle vit, les femmes n'ont pas leur mot à dire, les femmes doivent se taire, les femmes doivent subir en silence. Il y a vraiment cette balance entre les femmes Cherokee et ce qu'elles représentaient et les femmes dans laquelle dans les femmes dans la société dans laquelle vit Betty. Et c'est un contraste que j'ai trouvé très percutant, qui m'a fait mal au cœur, mais
J'ai trouvé que c'était très beau cette relation et cette transmission. C'est vraiment beaucoup de transmission et il leur arrive beaucoup de malheur à cette famille, mais c'est pas anodin, c'est pas exceptionnel que ça leur arrive. On est dans un contexte où on est dans les années 50-60, dans le fin fond des États-Unis, perdu dans un trou paumé. Donc évidemment que le racisme est extrêmement présent. J'ai trouvé que c'était une très belle histoire qui mérite d'être lue si jamais vous sentez le cœur accroché. Et je pense que j'en ai assez dit. Si jamais vous voulez un détail où j'en ai beaucoup plus parlé, je pense que j'en ai beaucoup plus parlé dans mon point lecture. Donc vraiment je vous invite à aller le voir si jamais ça vous intéresse. Mais j'ai très envie de découvrir d'autres choses de Tiffany McDaniel qui, je pense, va encore me faire pleurer. J'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que vous pleurerez en lisant ces livres si jamais vous vous lancez dans cette aventure des crises de larmes. Et si jamais vous avez déjà lu ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire pour qu'on puisse échanger et je lirai ça avec grand plaisir. Si jamais vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à l'écrire aussi en commentaire. J'irai piocher aussi, regarder un petit peu et je vous dirai si jamais j'ai pleuré en lisant le livre ou non. Et enfin, dites-moi si jamais vous voulez une deuxième partie à cette vidéo et je vous la ferai avec grand plaisir puisque c'est ma spécialité de pleurer. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!